Alors, euh, ce soir, je veux, je vais faire une présentation qui est un peu différente de celle que vous en avez peut-être l'habitude. Et c'est parce que je pense que il est très, très important de parler des relations entre les parties qui font partie de financements basés sur la nature. Alors, toutes les personnes qui s'en occupent de tous les côtés et leurs relations entre eux. Alors, je ne peux pas vous donner une recette magique qui vous dit, vous faites ceci, et ensuite, il y a les investisseurs qui arrivent en grand groupe, ils veulent tous vous donner de l'argent. Ça, je ne peux pas le faire, et je crois que ça va devenir évident au fur et à mesure de la présentation. Mais je crois que je peux vous donner des idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour améliorer les conditions de négociation une fois que vous en êtes dans la conversation? Alors ça, c'est la base de la présentation ce soir. Et en plus, il y a eu une présentation hier de Niel Chabrak, qui est aussi présente aujourd'hui. Et on avait discuté cet après-midi pour un moment parce que elle avait parlé en détail du COP, de la discussion climatique qui a eu lieu ces dernières 2 semaines et des résultats et la question qu'est-ce que ça signifie pour le futur. Et alors sur la grande image, euh, je crois que nous sommes tous d'accord, il y a plus de raisons pour être très déçu que d'être content. Mais dans les détails, il y a peut-être des éléments qui peuvent nous donner des idées comment on peut s'appliquer dans le contexte des grandes décisions sur le tout. Et ça a à faire avec les nouvelles règles de financement sur base nature et en spécialement sur les crédits de carbone. C'est-à-dire d'utiliser le carbone qui est dans la nature vivante pour créer des financements. Et on pourrait aussi discuter plus tard, est-ce que, en fait, les règles sont tellement importantes ou est-ce que c'est beaucoup plus important de savoir qui a quel intérêt dans cette discussion? Les règles facilitent la conversation, mais peut-être il faut aller à un niveau un peu plus fondamental et c'est exactement ce que je vais essayer maintenant. Alors pour commencer, je vais essayer de nous rappeler un peu de la conversation qu'on a eue hier du professeur Neil Chabrak. Et c'est ça dont elle a parlé. Elle a parlé en fait des résultats du COP. Et j'ai la permission d'utiliser 3 pages de sa présentation. Ceci est la première. Et alors il faut que je vois où je vais. Et sur la droite, vous voyez un- une conclusion ou une recommandation qui s'est fait hier, c'est que ce qu'on fait ne doit pas être des nouvelles dettes ou une hypothèque long terme pour l'Afrique. Et en plus, il n'y a aucune raison pourquoi il y a un pays qui devrait payer pour des crises qui ont été créées par les autres. C'est assez évident, à mon avis. Et alors, la seconde discussion qu'il y a eu, c'est que qu'est-ce que le nouveau article 6 qui règle les transactions, qu'est-ce qu'il nous donne? Et dans ce contexte, il y a des discussions sur le prix de base d'1 tonne de carbone dans ces transactions. Et alors, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps sur la question quel est le bon chiffre, parce que, en fait, la plupart des discutants sont tout à fait d'accord que le prix d'une tonne ou la valeur d'une tonne de carbone est beaucoup trop basse. Elle est trop basse pour plusieurs raisons. Elle est trop basse parce que à 30 ou 50 dollars ou euros par tonne,
personne dans les pays développés va s'occuper de créer des crédits de carbone. Et c'est pour ça que la plupart des crédits de carbone se font dans les pays de développement. Et je suis désolé de vous dire, c'est tout simple, c'est plus bon marché chez vous que chez nous. Et alors, si le prix augmente, il pourrait augmenter à un certain niveau au point que les prix, ça soit un prix équitable entre les deux, que la valeur d'une tonne de carbone soit la même partout sur le monde. Non seulement dans le prix qu'il faut payer pour acheter un crédit, mais aussi pour les coûts de créer ce crédit. Alors pour répéter, en ce moment, ce n'est pas vraiment économique à 30 ou 50 dollars de créer un crédit, un carbone credit pour une tonne, par exemple en Allemagne ou en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, mais c'est encore un peu possible en Afrique. En Europe, les gens parlent plutôt de 200. Si vous trouvez que c'est une injustice, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et la seconde conclusion, attendez, par là, c'est que il se pose la question que une fois qu'il y a eu une transaction pour des crédits de carbone, quelles sont les conséquences long terme de cette décision qui se fait aujourd'hui? Alors, pratiquement tous les crédits de carbone dont on parlerait dans le contexte africain seraient liés à du territoire. Et une fois que ce territoire a été consacré à créer un crédit de carbone, il ne peut plus être utilisé pour d'autres choses. Il ne peut plus vraiment être utilisé pour des besoins de développement dans les pays parce il a eu une trajectoire qui a été définie par le crédit de carbone, mais il est aussi plus disponible, par exemple, pour créer une adaptation au changement climatique physique dans les pays où ce terrain existe. C'est-à-dire, c'est une décision qu'on prend d'avoir peut-être un peu d'argent aujourd'hui, mais avec quand même des conséquences long terme qui sont pas faciles à calculer, mais elles sont importantes. Et je, et je crois que c'est évident que dans les pays développés, on ne veut pas consacrer des territoires à créer des carbon credits parce que, à cause de ces deux raisons, c'est beaucoup plus simple si d'autres le font. Et ce n'est pas mon avis personnel. Je crois que Niel Chabrak a la même vue. Et sinon, je l'invite à intervenir, mais je continuerai pour le moment. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Quelle est la conséquence pour quelqu'un qui a décidé qu'il veut quand même avoir un financement sur la base de la nature vivante? C'est important, la nature vivante. Parce que nous savons tous qu'une fois je coupe un arbre et je convertis l'arbre en bois, je peux vendre le bois et tout le monde sait quelle est la valeur de cet arbre. C'est facile. La complication, c'est que quelle est la valeur de l'arbre vivant? Et alors, il y a des discussions scientifiques qui essayent d'attribuer à cet arbre une valeur écologique et peut-être on fera du progrès, on pourra la mesurer plus bien, mais pour le moment, la seule manière de faire ça d'une manière assez réglementée, c'est de calculer le carbone qui est dans la nature vivante et surtout le changement de la, du carbone dans la nature. C'est-à-dire quand ça augmente, ça a de la valeur, quand ça baisse, c'est un coût. Un coût. Alors, c'est le changement de carbone dans la nature vivante qui est essentiel. Et c'est aussi logique d'une manière parce que nous voulons retirer
du carbone de l'atmosphère, alors il faut augmenter le carbone autre part pour changer le bilan qui existe aujourd'hui. Et dans le contexte africain, il y a des idées d'utiliser ces mécanismes pour, par exemple, financer la conservation ou la restauration de forêts ou la réparation de terres dégradées, la régénération de terres dégradées. Et alors, si on peut prouver qu'on est capable à élever la quantité de carbone dans la nature vivante, il y a le potentiel à commencer des discussions pour un financement qui est basé sur le changement. Et en principe, il y a plusieurs idées, mais pour simplifier, il y a trois idées fondamentales. Il y en a une qui est au niveau des pays souverains, c'est qu'ils ont la capacité d'échanger leurs dettes pour une promesse qu'ils vont protéger une grande partie de leur nature. Et s'ils font ça, les pays occidentaux qui ont donné, ou les institutions internationales qui ont donné les fonds, sont prêts à échanger les dettes pour cette promesse. Mais en principe, c'est une idée qui a été créée il y a à peu près 35 ans, et jusqu'à présent, les montants totaux qui ont été échangés ne sont pas vraiment si importants que ça vaut la peine d'en discuter ici. Mais l'idée existe. Le problème, je crois, ou il faut être, ou peut-être pas le problème, il faut être tout clair que une dette que je dois à quelqu'un, c'est une obligation que je dois. Si la personne est d'accord d'échanger la dette pour quelque chose d'autre, par exemple, pour mon obligation de m'occuper de mes terres, j'échange une obligation pour une autre. C'est pas vraiment un échange de dette contre une flexibilité de faire ce qu'on veut. Alors c'est en fait quelque chose qui ressemble au passé pour le futur. Oui, j'aime bien la conservation et si ça mène à la conservation, j'ai un réflexe de dire c'est peut-être pas si mal et ça peut aussi améliorer les dettes d'un pays. Mais il y a un autre côté où je me dis, il y a beaucoup d'obligations très long terme qui sont liées à ces transactions. Et à ce moment-là, je ne suis plus tout à fait sûr. Et en principe, ça revient à quelque chose que Niel Chabrak avait dit hier aussi, c'est que ce qui est important, c'est pas les financements par dette, mais les financements par subvention. Et à mon avis, le financement à base d'échange de dettes contre la nature n'est pas vraiment une subvention. C'est plutôt un échange d'une dette contre une autre. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, l'autre manière, c'est une idée de peut-être commercialiser la nature vivante. Et une manière qui est très simple et qui est évidente, c'est l'écotourisme. J'invite des touristes pour regarder la nature vivante et ça peut être une entreprise commerciale. Mais si je regarde à travers le continent entier africain, avec tous les 54 pays, il y a très peu de pays dans lesquels cet écotourisme est un montant vraiment grand. Ce sont des sommes qui ne sont pas suffisamment hautes pour vraiment être décisifs pour changer la manière avec laquelle on s'occupe de la nature vivante et qu'on arrête de l'utiliser comme ressource. Alors, d'une autre manière de dire que l'arbre est plus valable vivant pour l'écotourisme qu'en bois pour faire des chaises ou des maisons ou pour le brûler. Alors en ce moment, sur le tout, il y a des détails où il y a, oui, ça marche très bien, mais en général, il n'y a pas suffisamment de volume pour vraiment changer les choses d'une manière
profonde. Et ensuite, il y a la question du financement du capital naturel. Et il y a des discussions de peut-être mesurer le changement en biodiversité ou l'intensité de biodiversité, d'en attribuer de la valeur et ensuite de financer le changement de biodiversité. Et la même chose, c'est avec les crédits de carbone qui existent aujourd'hui. Alors en fait, si c'est tout simplifié, ça c'est les trois principes avec lesquels on peut s'occuper. Et quand par exemple on regarde à COP et on discute des 300 milliards ou 1300 milliards qui devraient être donnés pour aider aux pays en développement de s'adapter au changement climatique, c'est plutôt dans la catégorie de pays souverains qui échangent des dettes, des montants entre eux, et ça serait la première dans la catégorie d'échange de dettes contre la nature. L'échange de dettes contre la nature, c'est une forme de ce financement. Et encore une fois, comme Niel Chabrak avait dit hier, en ce moment, il y a une tendance que ces paiements qui ont été discutés à COP viennent en forme de dette et non en subvention. Un problème, je crois, fondamental, ou au moins une question fondamentale. Alors, si je pense maintenant, j'ai l'idée de financer le monde naturel, et j'ai un territoire où je peux, qui est dégradé par exemple, et je peux restaurer une forêt. Les scientifiques peuvent m'aider à calculer le potentiel qui existe si tous les arbres poussent. Il y a un marché qui en ce moment est autour de peut-être 5 euros ou 50 dollars par tonne de carbone. Et alors, je peux voir quelle est la valeur que je peux créer. Et évidemment, il y a des coûts pour créer ce projet et je peux discuter si ça vaut la peine. Est-ce que le calcul fonctionne? Et il y a d'un côté l'investisseur, d'un autre côté, il y a la main-d'œuvre qui crée le projet, et il y a évidemment les communes autour du projet qui qui devraient participer. Alors il y a la question aussi, comment est-ce que je partage le bénéfice de ce projet ou de ce financement? Ça, je crois, c'est probablement assez clair. Ce qui est important pour que tout le monde devrait comprendre que les financements ont un aspect fondamental. C'est que c'est une transformation d'un actif réel en temps temporel et spatial. Et je vais expliquer dans un moment pourquoi c'est important. Et on va aussi s'en occuper plus tard, mais c'est aussi une importante idée dont j'avais parlé dans une autre séance, que c'est extrêmement important qu'on réalise qu'on ne on peut que financer ce qui se laisse quantifier et contrôler d'une manière fiable pendant la durée entière du financement. Alors, si c'est 30 ans, c'est 30 ans. C'est pas 2, 3 ans, c'est en fait 30, même peut-être 50 ans. C'est-à-dire, il faut avoir un système qui permet d'observer ce financement d'une manière qui est légalement forte et qui reste constante pour la durée entière. En fait, pour une génération. Parce que c'est ça, les cycles dans lesquels la nature fonctionne. Un arbre, ça pousse à peu près à la vitesse d'une génération humaine, avant qu'il ait suffisamment de carbone qui est dans l'arbre pour que ça soit valable. C'est-à-dire, on parle vraiment de financement long terme. Alors, la transformation temporelle, qu'est-ce que c'est?
la main-d'œuvre qui crée le, le bien, l'actif, s'en occupe pendant les 30 ans. Mais une fois que le document a été créé sur le crédit, l'investisseur peut en principe le vendre à sa créance à tout moment. Alors pour voir ça en extrême, et c'est pas théorique, moi je pourrais discuter avec vous un projet et une fois qu'on l'a fini, je vends ce que j'ai acheté chez vous le lendemain et je suis parti. Et tout d'un coup, vous avez d'autres personnes avec lesquelles il faut que vous occupez. Et c'est ça, c'est cette transformation qui est un principe fondamental des marchés financiers. Si vous regardez à des actions ou d'autres obligations, c'est toujours les mêmes règles, c'est les mêmes règles partout dans le monde. C'est en Allemagne, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, au Kenya, c'est toujours la même chose. C'est que en fait, un mécanisme dans les marchés financiers, c'est qu'on crée un actif, ensuite on emballe cet actif, si on veut, dans des contrats, et ça permet de d'échanger le contrat d'une personne à une autre. Et ça crée des différentes idées de motivation entre ceux qui créent l'actif, la main-d'œuvre, et ceux qui la financent. En fait, on parle souvent d'essayer de les aligner, et je vais parler de ça, mais je crois, a priori, il faut d'abord se rendre compte que c'est vraiment complètement séparé et que c'est un mécanisme fondamental du marché financier. Bonsoir. Et Oui, voilà. le second Ah, aspect, c'est l'aspect spatial. Et ça, je crois, c'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est que la main-d'œuvre est liée au lieu du territoire où le bien est créé, où la forêt et la réforestation prend place, où la régénération du sol. Ils ne peuvent pas aller où ils veulent, ils sont attachés à ça, ils ont l'obligation de s'en occuper pendant la période entière du financement. Et l'investisseur, il est complètement mobile, il n'est pas attaché géographiquement, il peut être où il veut. Il peut être à côté, ou il peut être dans un autre continent, ou il peut voyager avec le document, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est une vraiment différente relation entre ceux qui créent l'actif et les investisseurs. Et la dernière fois que j'ai parlé ici, je me suis concentré un peu sur l'idée que, à cause de ces deux faits que je viens de discuter, les investisseurs et les créateurs de l'actif parlent un langage différent, un langage reflète leur situation dans la négociation. Et l'idée que j'avais proposée, c'est que ce serait bien si beaucoup de gens dans le continent africain connaissent le langage des investisseurs. Et pour moi, ce soir, c'est un peu de vous démontrer qu'il existe un différent langage et que ce langage n'a rien à faire avec des idées de pays développés, pays non développés. Ça joue aussi un rôle, mais le langage est fondamental au marché financier, toujours. Et évidemment, celui qui le comprend mieux est toujours dans l'avantage. C'est-à-dire, il y a vraiment un effort à faire, je crois, partout dans le monde, que de comprendre mieux et de s'habituer à ce langage pour pouvoir être capable à négocier mieux et plus effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est l'actif? Derrière, dans l'image, vous voyez une image, c'est un projet en Tanzanie
Et ça, c'est un projet horticulture pour réforestation. Et alors, évidemment, il y a de la main-d'œuvre et il y a un propriétaire foncier. Il y a quelqu'un à qui appartient le terrain. Parce que je ne peux pas planter un arbre n'importe où. Il faut quelqu'un à qui appartient le terrain. Ensuite, il faut quelqu'un qui a l'idée. Ça peut être un d'entre vous qui a l'idée de créer quelque chose sur cette place et qui commence à faire un plan de gestion pour ce projet et qui développe l'idée. Mais souvent, c'est quand même encore accompagné par des ONG dans la plupart des projets que je connais. Ensuite, il y a un auditeur. L'auditeur, c'est quelqu'un de l'extérieur qui contrôle ce qui se passe pour que tout le monde discute les mêmes choses. Ensuite, il y a des intermédiaires, ce sont les gens qui communiquent avec les investisseurs et finalement, il y a l'investisseur. Et il y a encore beaucoup plus de gens. Et ça devient assez évident, je crois, que pour créer un bien d'un carbon credit, c'est cher, c'est pas facile. C'est pas comme moi, je construis une maison, je vais à la banque vient, regarde, c'est fini, tout le monde comprend tout. Ici, ça a besoin de beaucoup de ressources pour que tous les mécanismes qui règlent le contrat entre le propriétaire foncier, le développeur et la mise en œuvre euh, qui s'en occupe, avec l'investisseur, pourquoi tout soit réglé. C'est cher, ça coûte de l'argent. Et il faut s'en rendre compte que pour ça, il faut un prix assez élevé de la tonne de carbone pour qu'on puisse payer toutes ces personnes qui s'en occupent et à la fin, il reste encore quelque chose qui est assez important pour pouvoir financer l'effort de conservation, de réforestation, régénération, etc. Et en plus, peut-être de donner des fonds pour le développement humain autour de ces terrains ou à l'intérieur des terrains ou en conjonction avec le projet. Alors, qui sont les investisseurs dans ces sortes de transactions? C'est les souverains, j'en ai parlé, les supranationales comme la Banque mondiale, ou la Banque de développement africaine, j'en ai parlé, il y a des ONG qui font ça, il y a des privés et il y a des entreprises du pays développé. Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme un constructeur d'automobiles allemand, pourquoi ils achèteraient des carbon credits en Afrique? Pourquoi? Et la raison, c'est en fait très simple. C'est une décision politique qui a été faite au niveau de l'Union européenne qui force toutes les entreprises en Europe, il y a des idées comparables autre part dans le monde aussi, de prouver qu'ils sont capables de réduire leurs émissions de carbone. Et ils essayent d'achever ça de deux manières. L'une, c'est de réduire en fait les émissions, mais l'autre, c'est de créer des offsets, c'est-à-dire d'acheter votre mise en œuvre pour l'additionner avec ceux qui font, et au net, ils ont une réduction. Alors c'est la décision politique en Europe qui en fait est très importante pour créer ce marché. Et c'est aussi, il y a des mécanismes en Europe, il y a d'autres mécanismes aussi qui jouent un rôle, mais en principe, c'est en Europe que le prix de la tonne de carbone est décidé, et aux États-Unis et autre part. Mais le marché le plus développé pour le moment, c'est l'Europe. C'est-à-dire que si vous avez des coûts pour créer la tonne de carbone, le carbon credit, en tant qu'effort conservatoire en Afrique, le prix que vous aurez est en fait limité par les prix qui se discutent en Europe. Et ça n'a pas été créé
pour avantager ou désavantager les Européens ou les Africains ou quelqu'un d'autre. La raison pourquoi les prix sont faits là, c'est que l'industrie, alors l'entreprise automobile, a résisté à un prix très haut pour le carbone, parce qu'évidemment, s'ils ne sont pas capables à achever les règles, dans les règles, ils sont punis, ils ne peuvent pas être punis, ils ont essayé de réduire en fait le taux de punition. Mais le résultat, c'est que ça a créé un certain niveau maximum du prix que le carbone en ce moment, la valeur d'une tonne de carbone. Il y a C'est et ça, c'est en fait une motivation commerciale d'une entreprise. Et quelquefois, il y a des efforts philanthropiques, mais dans le tout, ce n'est pas quelque chose qui va changer les affaires pour le moment, parce que la somme et les montants ne sont pas assez grands. Quand on regarde aux chiffres qui ont été discutés à Bakou, dans le COP, de 300 milliards ou même 1300 milliards de nécessité, les chiffres dont on parle ici, ce sont 1 ou 2% de ce chiffre. C'est rien du tout en comparaison. C'est pas suffisamment énorme. Mais, je dois dire, pour un projet individuel, peut-être ça peut être différent. Mais dans le contexte général, c'est pas ça qui va sauver, à mon avis, euh, le monde de changement climatique. Mais ça peut être une opportunité. On a presque fini. Je veux rappeler ce que j'ai discuté avant et uniquement partager quelques expressions. On n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais c'est les principes de financement. Et la question, qu'est-ce que c'est qui détermine le prix d'un actif? Qu'est-ce qui détermine le prix d'une maison, d'une voiture, plutôt d'une maison dans ce cas, mais aussi d'un crédit de carbone? Alors la première chose, c'est qu'il y a un prix dans le marché. Et ce prix dans le marché, il peut être réduit si, par exemple, l'investisseur n'a pas grande confiance que la mise en œuvre, la main-d'œuvre qui s'occupe de ça, restera dans les contraintes du contrat pendant 30 ans. Alors il va dire, je construis une réserve, ça réduit le prix. Et ce risque de contrat est plus grand sur des transactions long terme que court terme. C'est, je crois, assez évident. Alors, des longues durées, ça réduit le prix. Des courtes durées, c'est plus facile à faire. La standardisation, ça aide parce qu'il y a moins de travail à faire, c'est-à-dire il y a moins de coûts à créer l'actif. C'est plus facile, ça réduit le prix. Si je suis en dehors de la standardisation, c'est plus cher. L'environnement politique, est-ce que l'actif se trouve dans un pays stable ou instable? Ça serait, ça c'est essentiellement quelque chose de quoi il faut être conscient quand on crée ces actifs. Et alors la dernière fois quand j'ai parlé avec quelqu'un qui avait demandé une question, comment une commune peut accéder aux fonds de financement à base de nature qui existent? Parce que le numéro n'est pas un zéro, il n'est pas aussi haut qu'il devrait être, mais il y a quand même 300 milliards qui ont été dans la discussion. Et alors, il y a aussi d'autres fonds de développement. Il y a des fonds du gouvernement allemand, français et de l'Union européenne qui sont quelquefois disponibles pour financer la conservation aussi. Alors, comment on peut atteindre ça? Et je crois que, en général, les, les investisseurs regardent le monde et ils différencient entre l'économie formelle et l'économie informelle. Et
la plupart des financements, la grande plupart, vont entrent dans l'économie formelle. C'est pour ça que peut-être on observe que c'est toujours les mêmes qui reçoivent l'argent. Et une manière de changer ça, c'est que des communes ou des personnes qui sont dans l'économie informelle doivent trouver moyen qu'ils sont reconnus comme quelqu'un qui a la capacité de fonctionner aussi dans l'économie formelle. Et cette différenciation entre formel et informel, c'est pas quelque chose qui se fait entre les pays, c'est surtout à l'intérieur des pays. Et je crois, et vous savez beaucoup mieux que moi que beaucoup de communes aux alentours, par exemple, de parcs nationaux africains, ce ne sont pas vraiment des communes qui sont bien intégrées dans les économies formelles de leur pays. Alors, pour aider ces communes à participer à ce financement, c'est essentiel qu'ils qu'ils ont des relations ou qu'ils apprennent eux-mêmes comment mener la conversation dans le secteur formel. Souvent, dans les financements, on parle de l'idée que on peut aligner l'intérêt entre les communes et les investisseurs. Et j'ai touché à tous les sujets déjà, sauf un ou deux. Une, d'abord, c'est les objectifs. Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on a les mêmes idées temporelles? Est-ce qu'on a les mêmes idées spatiales? On a et, mais il y a toujours une différence, d'une asymétrie d'information. Il y a les gens sur le sol qui créent les biens, qui savent beaucoup plus sur leur terrain, sur leur environnement que l'investisseur. Mais l'investisseur, il connaît beaucoup plus sur le côté du marché financier. Alors, il y a toujours un problème d'asymétrie d'information. Et il y a quelque chose d'autre, c'est l'optionnalité. Et c'est que ce que j'ai dit avant, c'est que ceux qui créent les actifs long terme, ils ont très peu d'optionnalité. L'investisseur, il en a beaucoup. C'est vraiment une différence entre les deux. Et ça rend l'alignement difficile. On en parle beaucoup. En réalité, ce n'est pas facile et c'est probablement mieux de se rendre compte que c'est difficile que de croire que ça peut se faire. Mais on peut quand même essayer. Et il faut essayer parce que ça aide les conversations s'il y a un alignement. Dans toutes les négociations, il se pose une question. Qui est, qui a le dessus dans la discussion? Qui c'est qui a le pouvoir? Et dans le financement, le monde financier est très simple dans cette condition parce que ça s'est réduit à une question tout simple. Est-ce que un côté possède quelque chose que l'autre côté veut avoir? Alors, dans le contexte des discussions de conservation, quelqu'un qui veut faire de la conservation en Afrique a peut-être besoin de fonds. Il a un besoin. L'investisseur a l'argent. C'est-à-dire, l'un veut quelque chose que l'autre a. Ils vont essayer, à travers de financements sur base de nature, de se connecter. Mais si il y a une entreprise allemande ou française ou n'importe quoi qui a besoin d'acheter un carbon offset parce que sinon ils seront punis par les réglementations en Europe, tout d'un coup, ils arrivent sur votre porte, ils disent, s'il te plaît, donne-moi des carbon credits. Et la relation est à l'envers. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup vous qui avez quelque chose
que les autres, dont les autres ont besoin. Et dans la conversation avec Miel Chabrak aujourd'hui, on était tout clair qu'en principe, fondamentalement, en ce moment, vous, en Afrique, dans les autres pays développés, c'est vous qui avez le potentiel pour créer des carbon credits et c'est les autres qui en ont besoin, d'un côté. De l'autre côté, nous, dans ce cercle ici, qui sont intéressés à biodiversité et en conservation, on a besoin d'argent. Et c'est malheureusement les autres qui l'ont. Et ça nous mène au commentaire final, c'est que dans toutes ces négociations, celui qui mène la discussion, ce sont ceux qui sont prêts à dire non. Et c'est un principe qui peut peut-être apparaître complètement évident pour vous, et j'espère que c'est le cas, mais c'est aussi un concept complètement universel. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que peut-être on a quelque chose qui est plus valable que l'on croit et que l'autre côté veut avoir, et c'est pour ça qu'on a la capacité de dire non, et c'est toujours mieux dans les discussions de mener avec cette capacité. Parce qu'on n'est pas celui qui est dépendant à un bon résultat, on veut le résultat correct. Et si je peux me permettre un commentaire final en toute vitesse, c'est de revenir au commentaire de la présentation de hier sur la question qu'est-ce que les pays, qu'est-ce que les personnes vont faire avec le territoire qu'ils ont au long terme. Et je crois que finalement, parce que c'est long terme, il y a une hiérarchie dans la décision. Et tout à fait en haut de la hiérarchie est la question, est-ce que moi, en commune, en communauté, en pays, en région, est-ce que j'ai besoin de cette nature dont on discute pour l'adaptation, par exemple, au changement climatique? Parce que c'est une question qui n'est pas vraiment une question financière, c'est une question biophysicale et existentielle. C'est-à-dire, parce que cette nature se ne laisse pas multiplier. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut d'abord discuter du point de vue stratégique. Et quand ça a été décidé, on peut commencer à discuter, est-ce qu'on va utiliser ça pour le développement humain? Est-ce qu'on va utiliser ça pour la conservation, pour la restauration ou pour ce qui semble être la bonne décision? Et une fois que cette décision a été faite, c'est à ce moment-là qu'on va voir quel est le financement le meilleur. Je ne crois pas que c'est une très bonne stratégie de commencer par l'idée qu'on veut protéger un territoire d'une certaine taille. On trouve un investisseur pour faire ça. Ce sont des très bons motifs. Mais une fois que la transaction a été faite, on ne peut plus rien changer pour les prochaines 30 ans. Et c'est une question que tout le monde doit se poser. Est-ce que nous savons suffisamment sur les stratégies d'adaptation pour pouvoir faire ces décisions aujourd'hui? Si oui, c'est une bonne idée. Sinon, peut-être il faut avoir une plus grande discussion. Alors, on souffle. J'ai plus rien à dire à ce moment-là et j'invite des questions comme vous voulez, mais j'ai une idée dans ces questions, si vous permettez. C'est que on se concentre au sujet dont j'ai parlé et qu'on évite de discuter des questions qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes, et que plutôt on se discute comment on agit à l'intérieur du système qui en a été donné, parce que je crois ici, dans ce cercle, nous sommes des gens qui veulent agir à l'intérieur du système
et ne sont pas ceux qui vont être capables au court terme à changer le système. Alors, si vous êtes d'accord, on se concentre sur les questions et les discussions actionnables et non systématiques. Et je vous remercie d'avoir écouté. Merci, merci beaucoup, Marc. Donc, on a fini avec la- l'aspect présentation. On va passer à la session de questions et réponses. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et puis je vous donnerai la parole. Vous ouvrez alors le micro et vous pouvez poser votre question. Je ne vois pas de questions en ce moment dans le chat box. Je vais encore vérifier, mais je n'en vois pas en ce moment. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez tout simplement lever votre main et poser votre question. Euh, je ne vois pas de main en ce moment, donc je vais juste... OK. Donc, je vais poser... Oh, il y a une personne qui a la main levée, lien ouvert. Je vois lien ouvert, c'est ce qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez changer et toujours écrire votre nom, mais en attendant, pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Moi, je pourrais poser la mienne plus tard. OK. Si vous avez levé votre main, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. OK. Donc, en attendant que vous ouvrez le micro, je vais donc poser ma question à Marc. Je voulais En ce qui concerne les marchés carbone, plus précisément le crédit carbone, comment l'obtenir, euh, comment s'assurer que les communautés, les populations bénéficient des projets. Je crois que jusqu'à présent, il y a beaucoup de questions, mais vraiment, euh, on n'avance pas vraiment. C'est-à-dire, euh, on, on, on n'avance pas vraiment. Et j'ai l'impression que c'est parce que c'est pas une formule comme une formule de mathématiques où on peut ouvrir un livre de mathématiques et puis il y a une formule, on Allô? l'applique et puis ça marche. Oui, je vous donne la parole tout à l'heure et puis ça marche. Donc, je voudrais savoir si vous avez un conseil à donner, Monsieur Marc, si vous avez un conseil à donner en ce qui concerne le pouvoir de négociation, par exemple, des Africains, un conseil pratique, quelle devrait être l'approche en tant qu'Africain lorsque on rentre dans ce genre de négociation? Bon, malheureusement, il faut que je dise, je commence à dire que toutes les situations sont différentes. Et en ce moment, nous sommes encore dans un environnement de financement qui est en développement. Il est assez jeune. Mais avec les nouvelles règles qui ont été confirmées au COP, ça va probablement devenir plutôt standardisé rapidement. Ça aidera. Bon, mais aujourd'hui, où on parle, c'est pas encore là. Et, et je crois que ça sert bien de penser à un projet de carbone comme une entreprise. C'est comme on crée une entreprise. Et il y a des gérants à l'intérieur de l'entreprise, il y a des ouvriers à l'intérieur de l'entreprise, et ils créent un produit. Et le produit, c'est le crédit de carbone. Et ils vendent le crédit de carbone à des acheteurs, c'est les investisseurs, et ils ont des propriétaires. Et les propriétaires, ou ce sont les communautés ou les propriétaires du terrain. Alors, si l'entreprise fonctionne bien, elle aura des revenus de la vente des crédits de carbone et elle pourra partager
le profit, le surplus avec les propriétaires de l'entreprise ou les communes qui ont des contrats les, euh, avec cette entreprise ou ce projet. Et évidemment, à l'intérieur du projet, il y a la possibilité peut-être d'emploi pour des personnes de la commune. Alors, pour répondre à la question, s'il y a un terrain qui est disponible, je peux créer un projet de réforestation, par exemple. Je peux employer des gens locaux pour faire ça, mais la question, qui suis moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui représente un ONG ou qui vient de l'extérieur et qui parle à la commune et dit on va faire ça tout comme ça? Ou est-ce que c'est une idée qui vient de l'intérieur de la commune? Et à mon avis, au long terme, ça serait stratégiquement mieux que ça vienne de l'intérieur de la commune, que les gérants de ce projet viennent de l'intérieur de la commune et puis qu'on peut décider comment ils partagent les bénéfices de ce projet avec la commune où ils sont. Et l'investisseur, une fois qu'il a acheté le carbon credit, il disparaît en fait. Il est loin, il est autre part. Il a payé son prix, il a son certificat, et il s'en va. Et l'entreprise a l'obligation de faire ce que est écrit dans le certificat de Credit Carbon. Ça, c'est l'idée. Ok. Ok, vous êtes toujours là. La personne qui voulait poser la question tout à l'heure, je ne voyais pas votre nom, c'était écrit lien ouvert. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Il y a aussi il y a un lien ouvert qui a écrit une longue question dans le chat, mais je crois que M. Hansley a une question aussi. Ok, on peut prendre la question de Monsieur Anzi et après je lirai la question dans le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur. Oui, la connexion est stable, on vous entend à peine. On vous entend pas du tout en ce moment. Pendant Ok, qu'on attend un moment, je voudrais dire, j'ai des conversations comme ça avec mes voisins en Allemagne qui ne viennent pas du réseau financier. Alors, il y a un aspect dans cette conversation qui a beaucoup à faire dans le système nord-sud, pays développés, non développés, etc. Mais il y a aussi une question entre ceux qui font partie du réseau financier, et en principe, c'est là que se trouvent les investisseurs, et ceux qui sont hors du secteur financier, c'est qui sont pour la plupart ceux qui sont les gérants de l'actif. Et on a exactement les mêmes conversations ici en Allemagne ou en France ou autre part. ok. Je vois Laetitia, monsieur, vous voulez lire la question? je vois monsieur Likibi. Likibi est de retour. Il peut essayer encore d'ouvrir son Ouais. micro. Voilà. Vous m'entendez là? On vous entend très bien. Voilà, voilà. Donc, Monsieur Marc, je vous remercie beaucoup hein, de cet exposé-là. Vous m'entendez? Oui? On n'entend plus monsieur Likibi. Je crois qu'on l'a perdu. Je vais donc prendre en entendant la question qui est dans le chat box. La personne dit, les politiques occidentales envers le Sud sont toujours asymétriques et n'ont jamais aidé le Sud à se développer. Le concept de crédit carbone montre également qu'il est mieux de l'appliquer au Sud qu'en Occident, car sous-payé. En plus, les espaces destinés au crédit carbone ne peuvent être utilisés pour autre chose.
ce qui est une contrainte défavorable aux populations locales. Tout, tous les espaces crédit carbone aboutissent à l'accaparement de terres. Alors la question fondamentale est pourquoi s'acharner à vouloir amener le Sud à adopter cette nouvelle forme d'exploitation aliénante, sachant que le Sud protège mieux la biodiversité que le Nord? Deuxième question, les prix de crédit carbone sont fixés au Nord, comme pour les politiques antérieures. Est-ce que ça vaut la peine d'insister à réfléchir sur comment le Sud peut évoluer dans ce schéma? Aussi une question de Dr Poligui. Docteur René Alors, Noël. j'espère que j'ai fait clair que je suis d'accord avec vous sur la proposition fondamentale de la situation. Alors, la première question, est-ce que ça vaut la peine? Et en fait, c'est aussi la seconde question, c'est que le langage dont on parle et le problème asymétrique, comme je viens de dire, c'est plutôt une asymétrie entre le secteur financier et le secteur non financier. Et c'est en fait la même conversation qu'on peut avoir autre part. Et je crois que c'est toujours bénéficiaire de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment on peut parler, comment on peut réduire l'asymétrie, parce qu'évidemment, les carbon credits, et j'ai déjà dit, pour le moment, le marché est petit, mais il y a aussi les financements souverains, et au niveau des financements souverains, et au niveau d'accéder les financements souverains, la même expertise est utile pour pouvoir parler le langage du secteur financier, du secteur formel, et à ce moment-là, pouvoir accéder à ces financements d'une manière beaucoup plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de tellement de gens qui traduisent et qui aident et qui donnent des conseils parce qu'on est capable de le faire soi-même. Alors, pour répondre à votre question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que les deux questions sont tout à fait valables. Et ma réponse, c'est que si l'investissement, l'effort mène à la capacité d'une personne, d'une entreprise, où elle soit, ou peut-être des pays, à gérer mieux leurs ressources naturelles et de mieux s'occuper de trouver de l'adaptation au changement climatique, à ce moment-là, je dirais oui, c'est un investissement qu'il faut faire. Mais sur le point de vue de carbon credit, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que c'est vraiment en ce moment une discussion qui se fait à des niveaux de projets individuels. Je crois que c'est difficile à discuter ça en général. Il faut regarder la situation individuelle et comme j'ai aussi dit, il faut subordonner la discussion individuelle à des considérations stratégiques sur le niveau des pays, par exemple. J'espère que ça euh, répond à la question. Sinon, je vous invite de discuter ou de Je vous sais, donner votre perspective. Marc, vous avez invité Prof. Nihel Chabrak. Je ne sais pas si euh, Elle est encore là, oui. si elle voudrait aussi contribuer à cette réponse. Bonsoir. Alors, je suis un peu malade ce soir. J'ai dit à Marc que je vais assister, mais que je vais pas beaucoup parler. Ok. Euh, alors, si vous pouvez me rappeler de la question, je pourrais éventuellement contribuer. Je crois que la question, c'était une question de part. La première part était, en fait, mais c'est en fait même un principe. Est-ce que ça vaut la peine Mm. de vraiment essayer de trouver de vraiment de trouver de manière à utiliser ces fonds, particulièrement les carbon credits? Parce que il y a l'asymétrie d'information, il y a le fait que les prix sont faits autre part et en fait que le Nord n'est pas vraiment très qualifié à protéger la biodiversité parce que historiquement, en fait,
Le Sud a fait ça beaucoup mieux. Relire Et juste, désolé, je vais juste relire. Docteur Polygui disait, la question fondamentale est pourquoi s'acharner à pouvoir amener le Sud à adopter cette nouvelle forme d'exploitation aliénante, sachant que le Sud protège mieux la biodiversité que le Nord. Et la deuxième question, les prix des crédits carbone sont fixés au Nord, comme les politiques antérieures. Est-ce que ça vaut la peine d'insister à réfléchir sur comment le Sud peut évoluer dans ce schéma? encore une fois, comme je l'ai dit hier, je pense que par rapport, bah, si on veut réfléchir sans la question des crédits carbone, est-ce qu'on doit protéger la biodiversité? Moi, je pense que oui. Donc, en fait, on a tout intérêt à protéger ce qui euh, constitue un élément important de l'écosystème et des services, en fait, qui sont fournis donc pour le bien-être de l'humanité et même au-delà, quoi, pour des considérations que, enfin, nous avons fait beaucoup de tort pour la nature, donc en fait, il faut contribuer à conserver, à restaurer la nature. Ça, c'est dans l'absolu. Deux, euh, quand on commence à parler donc des efforts sur le continent africain en matière de conservation de la biodiversité, etc., il faut aussi se rappeler l'aspect stratégique, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui ça constitue une des priorités pour nous et comment le faire pour, pour bien protéger les intérêts du continent. Et donc, comme je l'ai expliqué hier, il y a des priorités stratégiques. Il faut savoir comment euh, organiser une réponse euh, du continent pour ce problème, tout en se positionnant avec ce que nous offrons au reste du monde. Et donc, en fait, il faut faire valoir ce que le continent offre et utiliser cette position dans la négociation avec le Nord. Et donc, euh, par exemple, si aujourd'hui on est en train de contribuer à l'effort de l'atténuation, ce qui, par la même occasion, pourrait contribuer à protéger la biodiversité, bah, il faut euh, mettre ou placer le prix de ces crédits carbone, d'accord, à un niveau qui est, enfin, proche de ce qui se fait en Europe. C'est-à-dire, si je vous aide à l'atténuation, eh ben, ça doit être évalué au même coût de l'atténuation que si vous l'auriez fait vous-même en Europe, par exemple. Et en plus de ça, je suis en train de préserver la biodiversité. Et donc, il faut qu'il y ait un supplément pour la biodiversité parce que aussi ça contribue au service de l'écosystème. Et en plus de ça, je suis par exemple en train de résoudre des problèmes économiques et sociaux pour les communautés qui vivent à côté de ces projets. Et donc, il faut qu'il y ait aussi une prime pour l'aspect économique et social de... Donc, en fait, c'est tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui ne sont pas considérés dans le prix des crédits carbone qui doivent être négociés et présentés. L'aspect climatique lié à l'absorption
des émissions, l'aspect biodiversité et l'aspect économique et social qui est lié au développement et tous ces aspects-là doivent être comptés dans le prix du carbone. Donc, si je commence, par exemple, avec 50 ou on va dire 25 à 50 pour, euh, pour, pour le prix de l'action climatique, il faut avoir une prime pour la biodiversité et il faut avoir une prime pour le développement économique et social. Peut-être pour complémenter ça, c'est que il y a une différence entre le prix auquel la tonne de carbone est valorisée dans le marché aujourd'hui et la valeur stratégique d'une tonne de carbone pour un pays. C'est pas la même chose. Et ce que le professeur Niel a expliqué, en fait, c'est que il est nécessaire, et ça répond, je crois, à la question de Monsieur Likibi, c'est de dire que il faut savoir quelle est, quelle est la valeur de ce carbone ou de la biodiversité ou des systèmes, des services écologiques ou du terrain dans le contexte de l'adaptation nationale ou régionale, quelle est cette valeur et alors quel est le prix minimum dont un pays ou une région, une personne a besoin avant qu'elle est prête à participer. Et alors, et ce manque de balance entre le nord et le sud, ou les pays développés et non développés, c'est pas uniquement ce que Dr. Policki a expliqué dans le chat correctement sur la question qu'il y a une différence de coût, mais c'est aussi le fait que en ce moment, en Europe, personne ne veut payer le prix nécessaire pour attribuer à des tonnes de carbone toutes les valeurs dont professeur Niel a justement parlé. Et c'est pour ça qu'ils vont autre part où les tonnes de carbone sont plus bon marché. Alors, du point de vue africain, ou du point de vue de n'importe qui, c'est pas seulement une question africaine, c'est aussi partout. Il faut se rendre compte quel est le prix minimum dont moi j'ai besoin avant que je commence à m'engager dans la discussion. Et c'est là où toutes les conditions qu'on vient d'entendre sont importantes. Et une fois que le prix du marché est au-delà, ça c'est la réponse à votre question, c'est le moment où je commence à être intéressé. Tant qu'il est en dessous, c'est un problème. Parce que c'est en fait une décision opportuniste qui peut être valable dans le contexte, mais il est local, mais il n'est pas stratégique. Et Marc, en fait, si par exemple tous les pays là où il y a les projets nature décident d'avoir une, euh, une décision commune en termes de valorisation de ces crédits carbone, moi je pense que ça peut aider. Et dans ce cas-là, on harmonise en quelque sorte les pratiques et puis on peut dire, voilà, c'est le prix. Et si vous n'êtes pas d'accord, pas de problème, il y a d'autres types de crédits carbone technologiques, trouvez-les, et puis vous pouvez, voilà, les acheter. Et c'est tout. Ou, ou payer ce que ça coûte pour réduire votre émission au lieu Exactement, d'acheter des offsets. exactement. Alors, en fait, je crois que au moins théoriquement, si l'Union des pays africains était d'accord et dirait non, 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 il forcerait les entreprises, les gouvernements européens à trouver un moyen de élever le prix
jusqu'au moment où l'Afrique dit oui. Mais mais nous n'en sommes pas encore là. Et il faut répéter, je crois, nous sommes dans un marché qui, dans notre cercle ici, est beaucoup discuté, mais en fait, en montant total d'activité, est encore comparablement petit et jeune. C'est-à-dire, en fait, on a une discussion ici où on se prépare pour peut-être un marché beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que je crois que c'est important qu'on a ces conversations. Mais peut-être il faut être aussi un peu patient, qu'on peut développer les réponses aux questions que le professeur Niel a posées. Et je crois, Laetitia, on doit à M. Poliki maintenant de parler. Oh, oui, oui. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Docteur Poligui? Ok, merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui nous éclaire encore de plus en plus sur ce concept de crédit carbone. En fait, par rapport à la préoccupation que j'ai exprimée en deux volets, je vois que le problème est plus complexe que on saurait le régler par une simple réponse. Il y a beaucoup de mécanismes à l'intérieur qui nécessitent que ceux qui sont, on va dire, le marché des destinations, il faut qu'ils sachent d'abord de quoi il est question, parce que beaucoup reçoivent ces concepts sans comprendre de quoi il est question. Mais on nous fait vanter les bienfaits de ce concept, de la préservation de la nature. Mais en réalité, comme je l'ai dit, moi j'ai un peu l'expérience de deux continents, ou du moins de deux hémisphères. Je me rends compte que l'Afrique, la biodiversité est importante, extraordinaire. Et donc, est-ce que vous pensez que ce concept-là, pour sa mise en application, étant donné les difficultés qu'il y a sur le terrain, je vais vous prendre des exemples sans citer les noms. Dans un pays voisin au mien, il y a eu des exploitations de bois, l'eucalyptus, mais le témoignage des populations impactées, c'est que les compagnies sont passées outre les populations et sont allées signer avec l'État au nom du crédit carbone et tous les bénéfices dont on vante les mérites. Et au finish, les populations se rendent compte qu'elles n'ont plus de terre. Alors, au nom de la préservation de l'humanité ou des bienfaits de l'humanité, voici une partie de l'humanité qui est mise à mal. Du coup, le concept devient contradictoire dans cette façon de l'appliquer. Alors, chez moi, une société similaire arrive et elle va, sans même un simple contrat, elle commence à mettre les installations sur le terrain en passant aussi outre les populations locales. Et le motif était qu'il y avait une terre qui était là, qui ne servait à rien. Mais pour moi, je suis, j'ai envie de dire, scientifique. Scientifique, je fais dans l'agronomie, je suis spécialiste en agronomie, mais je suis aussi écologiste. Et donc, dans mon environnement où la savane prédomine, un regard profane peut croire que cette savane est un espace qui ne sert à rien. Et c'est ce qui a été dit. On a trouvé qu'il y a un espace qui est là, qui ne sert à rien, comme si les populations locales n'en tiraient pas profit. Alors, le bénéfice dont on veut mettre en valeur, c'est le bénéfice sur le plan de la sauvegarde de l'humanité. Mais le bénéfice pour les populations locales est occulté. Donc, à partir de là, nous comprenons que les mêmes qui nous viennent du Nord pour faire la valorisation du crédit carbone ne viennent pas avec des démarches justes. Et alors, la question fondamentale, c'est que est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de créer d'abord un observatoire qui juge si telle compagnie ou tel opérateur qui veut faire l'application de l'exploitation du crédit carbone remplit les conditions? Je ne vous apprendrai rien si je vous disais que je crois qu'un journal anglais, le Guardian a dénoncé
des pratiques illégales, frauduleuses, des certifications de certains opérateurs. Voilà. Mais l'Afrique n'est pas au fait de toutes ces informations. Donc, nous avons dans notre pays aujourd'hui un opérateur qui n'a même pas encore planté un seul pied d'eucalyptus, mais il est déjà allé chercher le certificat, Ouais. la certification. Donc, vous voyez, dans un tel environnement, est-ce qu'il ne faut pas mettre d'abord des garde-fous pour que des opérateurs véreux qui, au nom de la sauvegarde de l'humanité, viennent mettre à mal, en fait, cette partie de l'humanité, au nom du crédit carbone. Donc, ça, c'est la réflexion que je mets sur la table et me disant aussi, est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste de récompenser les pays qui ont beaucoup de forêts? Parce que dans ces pays, on n'a plus besoin de faire du boisement de savane. Parce que la savane, fait sa place dans le paysage écologique, a aussi son rôle. La savane n'est pas un espace inutile. Il y a tellement d'espèces. Chez moi, vous avez à peine 100 mètres d'échantillonnage entomologique. Vous retrouvez avec plus de 67 espèces différentes. Et quand vous faites tout un kilomètre, c'est des milliers d'espèces. Donc, c'est pour dire que si on ne maîtrise pas bien tous les enjeux, eh bien, faire appliquer ce concept ne serait que une entreprise au détriment des populations qui vivent sur les espaces dont on prétend exploiter ce nouveau bien commun. Mais en réalité, c'est un bien qui n'est pas en faveur des populations du Sud, parce que le Sud produit beaucoup d'oxygène. Récompensons d'abord le Sud pour cet oxygène. Et puis, s'il y a des fonds mondiaux qui ont beaucoup d'argent, est-ce qu'il ne serait pas bien aussi, ça c'est une autre observation, d'aller investir peut-être dans des terrains marginaux, faire des puits pour ressortir de l'eau souterraine et planter des arbres dans ces espaces pour qu'au moins là, il y ait du sens au boisement. Mais raser une savane pour mettre une savane qui regorge des centaines d'espèces végétales et animales et tant d'autres, pour mettre du bois qui, au détriment, chasse les populations locales, là, je pense qu'on fait plus de mal à l'homme. Voilà un peu les observations que je voulais ressortir sur cette notion de crédit carbone, le concept de crédit carbone. Merci. Je pense que votre intervention, euh, je suis d'accord. Il n'y a rien que je peux ajouter et on pourrait probablement, tous les deux, passer beaucoup de temps à penser à encore d'autres scénarios qui, en ce moment, sont traités d'une manière non stratégique. Parce que je crois le sommaire, c'est en fait de ce que vous avez dit, qu'il y a des décisions qui sont faites aujourd'hui qui empêchent des meilleures décisions dans le futur. Et c'est un peu ce que j'ai dit au début de la présentation, c'est que dans le marché financier, il y a une transformation temporelle, c'est-à-dire que on essaye de faire des transactions maintenant, mais en fait, elles ont des conséquences long terme. Et vous avez décrit vous l'avez décrit très bien dans ce cas. Et le professeur Niel avait aussi dit correctement que il faut d'abord avoir une stratégie. Parce que quand on a une stratégie, tous ces petits projets de détail dont vous avez parlé se retrouvent à l'intérieur de la stratégie ou non. Et alors, on sait ce qu'on fait. Et alors, je crois que euh, il y a il y a une possibilité du point de vue du pays, de votre pays, de dire quelle est notre stratégie et à quelles conditions sommes-nous prêts à donner des terrains à cette sorte de projet de dette à base de financement nature, à très long terme, à quelles conditions? Parce que, en fait, à l'origine,
il y a beaucoup de pays qui se sont beaucoup endettés. Mais c'était le pays qui était endetté. Maintenant, on change, on fait quelque chose de neuf, mais maintenant, c'est une dette qui a en fait est liée à un terrain. C'est différent, c'est une qualité un peu différente. Et alors, je crois qu'on revient toujours au même point, c'est que si on veut utiliser les ressources qu'on a, qui sont les arbres, la nature, la biodiversité, il y a des mécanismes maintenant à travers des carbon credits et à travers peut-être aussi des crédits de biodiversité, des valeurs de biodiversité qui donnent la possibilité. Mais pour le moment, il faut être peut-être un peu patient pour deux ou trois raisons. Et une, c'est une dont vous avez aussi parlé, c'est le problème qu'il y a, vous avez raison, le Guardian et d'autres journaux en ont parlé, qu'il y a eu des projets qui ont été malhonnêtes. Mais ça, c'est quelque chose qui, quand l'activité devient plus standardisée, ne sera plus le cas. C'est un peu quelque chose qui se passe souvent dans les nouveaux marchés qui se développent. Et alors, je ne veux pas dire que c'est pas important, mais c'est pas la caractéristique fondamentale. Ce sont des acteurs malhonnêtes Maya, et ils vont disparaître. Au fur et à mesure où le marché se développe, il y aura moins de place pour les acteurs malhonnêtes. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais finalement, ça ne change rien qu'il faut avoir des idées stratégiques du point de vue de quelqu'un qui veut créer des carbon credits et qui dit, je vais encombrer du territoire pour toute une génération pour et c'est une décision très, très importante à laquelle il faut réfléchir. Et je veux aussi faire quelque chose, essayer quelque chose qui n'est pas, c'est de un peu, euh, on peut avoir une discussion où on est émotionnel et agité, je le suis aussi, à cause des asymétries d'information, des asymétries de pouvoir, des règles qui existent et qui créent des situations injustes. Mais il y a une autre conversation, c'est de ne pas accepter ça, mais de considérer ça comme quelque chose qui existe et de se poser la question, comment est-ce que je peux opérer dans cet environnement? Je ne suis pas d'accord avec l'environnement, mais je veux faire de la conservation, je veux régénérer des terrains, je veux faire toutes sortes de choses, et comment est-ce que je peux agir? Et ce que j'ai essayé aujourd'hui, c'est de montrer que, en professionnalisant la discussion, en étant plus stratégique et en faisant un effort de mieux comprendre comment pensent les financiers, les investisseurs, on peut créer peut-être une situation d'une conversation plus juste, même si le système en soi est injuste. Et je ne veux pas être optimiste, mais je veux dire, mais c'est plutôt pragmatique que peut-être on ne peut pas attendre. J'ai eu des conversations avec quelques de vos collègues qui ont dit, on a besoin de l'argent pour faire la protection de la nature. Et alors je comprends très bien leur situation, mais peut-être c'est une situation où il faut trouver des moyens qui leur permettent d'être beaucoup plus patients parce que c'est quelque chose dont je suis convaincu. Le plus longtemps l'Afrique en particulier attend avant de dire oui, le mieux les conditions seront pour l'Afrique. C'est à quoi je m'attends. Et je comprends très bien qu'il y a beaucoup de pression ou beaucoup d'impatience parce qu'on a besoin de ressources financières pour faire des bons projets. Et il faut trouver moyen de s'arranger entre l'impatience d'un côté et la nécessité d'être patient de l'autre, pour trouver une bonne solution ou la meilleure solution possible. Et je crois que, professeur Niel, si vous voulez vous ajouter quelque chose, euh, je crois que pour moi, je donnerai mon vote à la patience et de faire ce que je peux pour permettre à des pays africains, des acteurs en conservation, de pouvoir être patients parce qu'ils ont d'autres ressources
pour le moment pour protéger la nature. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord sur, sur la patience, d'autant plus que, enfin, tous les indicateurs aujourd'hui, enfin, montrent que euh, ben, les prix des crédits carbone, ils vont augmenter même sur le continent. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde par exemple les estimations pour le marché volontaire, aujourd'hui, l'évaluation, elle est à 2 milliards de dollars, mais en fait, on estime que ça va passer à l'ordre de 40 à 50 milliards d'ici 2030. Et le prix du crédit carbone, il va passer à 100 dollars, quoi. Alors, moi, l'année dernière, quand on a voulu organiser l'enchère pour les crédits carbone, pour les projets africains, et quand j'ai eu quand même beaucoup de contacts avec des investisseurs et notamment les nouveaux carbon desks qui existent maintenant dans toutes les banques, euh, et c'est nouveau, hein. Donc, en fait, ils nous ont dit clairement, nous, en fait, on attend, on va acheter en 2029, quoi. On va commencer à acheter en 2029-2030. Donc, les gens, ils se précipitent pas. Et je pense que les Africains doivent euh, être plus stratégiques, doivent utiliser euh, les atouts qu'ils ont pour améliorer leur position dans les négociations. Voilà. Et il y a des projets euh, euh, où l'investisseur a payé 50 dollars parce que ça, c'est le prix de carbone en ce moment. Mais la commune où le projet est fait a reçu 4. Oui, ça c'est C'est un rien autre du tout. problème. Ouais. C'est rien du tout. Alors, il y a 90% du... Alors, en fait, l'investisseur a payé un prix raisonnable en comparaison au prix dans le marché. C'est un prix acceptable. C'est ça le prix. Il n'est pas assez haut, à notre opinion, mais c'est le prix. Et alors, parce qu'il y a toutes ces autres personnes qui ont été nécessaires pour négocier et pour arranger ça, il reste plus que 4. Et alors, je ne sais pas, mais 4 pour une tonne de carbone, si peut-être sur un terrain optimistiquement de 1 hectare, je peux créer peut-être 10 tonnes, si je suis dans une condition vraiment exceptionnelle, c'est 40 dollars. Mais, je suis désolé, c'est pas grand-chose. C'est pas suffisamment. Et alors, en fait, c'est très bien. Il faut être content qu'il y a quand même des gens qui ont essayé à ce niveau-là, parce que comme ça, on a les exemples qu'on peut discuter, mais il faut que ça change. Et comme professeur Niel avait dit, si par exemple, en- à la fin d'une usine en Angleterre, je mets des machines qui absorbent le carbone des émissions de l'usine, ça coûte beaucoup plus que, évidemment, 40 euros par tonne. Beaucoup, beaucoup plus. Alors, si on est patient, on a l'idée que le prix du carbone va augmenter. Et pour Alors, être un peu provocateur, je dirais, si quelqu'un d'entre vous a un produit, je suis peut-être prêt à vous donner un peu d'argent. Je peux vous donner, je ne sais pas, 1000 euros pour acheter 250 unités à 4 euros de tonnes de carbone. C'est fantastique. C'est un projet de 30 ans. J'attends 10 ans. À ce moment-là, les prédictions de professeur Niel seront venues et je peux revendre tout ça à 250 la tonne. J'ai attendu. alors,
si je peux rajouter par rapport à ça, donc en fait, si on regarde les, si on se concentre sur l'aspect forestier, d'accord? Donc, moi, je pense que l'Afrique doit s'engager à vraiment développer les projets, à développer les projets carbone. Et comme je l'ai dit, donc en fait, d'utiliser les subventions et de ne pas vendre tôt les crédits carbone à l'avance. Et donc, en fait, utiliser des subventions pour créer le maximum de crédits carbone. Alors, ce qui va se passer est le suivant. C'est que à partir après 2030, normalement, on n'aurait plus, ou les entreprises n'auraient plus besoin de crédits de comment dire, de réduction parce que, parce que les entreprises auraient fait ce travail dans le cadre de leurs activités. Et donc, en fait, ils auraient fait la réduction des émissions par leur propre opération dans la chaîne de valeur, etc. Et donc, en fait, pour finir, donc en fait, le dernier mile, comme on dit, pour vraiment arriver au net zéro, il nous faudra à ce moment-là les crédits de suppression, c'est-à-dire tous les crédits qui vont absorber l'excès d'émissions qui sont dans l'atmosphère, que personne ne peut enlever que par les réservoirs naturels et autres. Et donc, c'est à partir de là où en fait, on peut vraiment utiliser le levier et avoir des prix intéressants pour les crédits parce qu'il n'y aura aucun autre moyen pour la suppression de ces excès d'émissions dans l'atmosphère. C'est une conversation assez spéculative parce que nous sommes au-delà de 2030, hein, 4, 5, 10 ans. Ça devient spéculatif, mais je crois que, non, je sais que ce que professeur Nia elle a dit, et il y avait une petite remarque au début de ce qu'elle disait avant, c'est que c'est comme ça que les professionnels dans les banques occidentales ils agissent, ils se préparent, mais ils ne sont pas pressés. Et alors, quand on voit que ceux qui sont d'un côté de l'asymétrie des informations se préparent, mais ne sont pas pressés, peut-être ceux qui sont de l'autre côté peuvent voir ça et dire, bon, peut-être on fait la même chose. Mais il vaut mieux comprendre pourquoi on fait ça, évidemment. Docteur Poliki, vous avez encore votre main levée. Vous voulez encore poser des questions, faire un commentaire? Ben, juste l'idée de l'observatoire, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que s'il n'y a pas un régulateur neutre, vous voyez bien que même entre les États qui se disent amis, souvent le relationnel est basé sur l'intérêt. Donc le plus puissant aura toujours tendance à influencer en sa faveur hein, les politiques entre les deux. Donc c'est pour vous dire que, bon, on comprend, hein, mais le contexte africain tel qu'il est depuis la sortie des indépendances, c'est toujours un contexte qui attend, qui reçoit, qui est comme allez, mis en route par des pédagogues, mais toujours avec le retard. Alors, s'il n'y a pas un observateur neutre, on ne sera pas à l'abri de tous ces opérateurs qui viendraient toujours pour mettre en place des projets qui, en réalité, ne vont amorcer aucun développement. Parce que l'idée du crédit carbone aussi, c'est le développement. Développement de la zone où l'exploitation est faite. Mais en réalité, pour nous autres, l'expérience est amère. Parce que quand on parle de développement, c'est par exemple avoir bon, moins de 1000 emplois. Moins de 1000 emplois pour des salaires, on va dire,
autour de 100 euros par mois. Vous voyez, c'est tout sauf le développement. Et donc ça, en l'absence d'un régulateur international qui empêche le désordre, ben, on ira toujours dans cette phase. Et moi, le problème, c'est que les populations qui actuellement sont impactées négativement par la mise en place des exploitations de crédit carbone ne savent pas à qui s'adresser. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. Vous avez aujourd'hui certaines terres qui sont arrachées depuis, et puis les populations n'ont plus accès à leur espace vital. Donc, ce qui leur reste à faire, souvent, c'est de migrer, aller retrouver la misère en ville. Bon, ça, c'est un côté sombre qu'on ne voit pas et personne n'en parle. Mais chaque fois à la télé, c'est les avantages du crédit carbone qu'on met en avant. Alors que cette exploitation met quelque part en mal toute une communauté qui est sur place, qui devient apatride. Alors, on fait quoi de ces aspects? Quels sont les garde-fous, en fait, qu'on peut envisager ou attendre? Est-ce que le monde est prêt à mettre des garde-fous, ou du moins l'environnement économique est prêt à mettre des garde-fous pour que il n'y ait pas des excès d'exploitation des faveurs des populations qui vivent sur les terres convoitées? Je crois que, alors d'abord, il y a eu quand même des règles qui ont été formées ou décidées au COP qui règlent le marché de crédit de carbone. Mais les règles, il y a beaucoup de systèmes où il y a des règles internationales et ça n'a pas, ces dernières 30, 50 années, garanti qu'il n'y a pas d'exploitation. Et la question que je me pose, c'est, il y a des décisions nationales. Alors, par exemple, si vous avez un terrain comme celui dont vous parliez, et ce terrain est disponible, il faut se poser la question, quel est le rôle de ce terrain stratégiquement, long terme, pour la communauté, pour la région, pour le pays, complètement indépendamment des règles de crédit de carbone? Il faut d'abord se poser cette question, à mon avis. C'est aussi ce que Niel Chabrak a dit. Il faut d'abord être stratégique, il faut savoir quel rôle ce terrain, la savane par exemple, peut jouer dans l'adaptation au changement climatique. Parce que c'est vraiment important stratégiquement. Et c'est uniquement une fois que ces décisions ont fait qu'on peut commencer à discuter avec les financiers et peut-être avec le marché de carbone. La situation que vous décrivez, c'est en fait un conflit qui est domestique. C'est un conflit sur la question qui c'est qui décide sur l'utilisation de ce terrain. Qui sait? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est le gouvernement? Parce que ceux qui sont à l'extérieur, qui donnent les finances, ils ne peuvent pas négocier pour le gouvernement, la communauté, ils peuvent seulement leur faire des offres. Et alors, je crois que la situation que vous décrivez, c'est en fait une situation qui a besoin d'un d'un côté de la réglementation du marché, mais aussi d'une bonne gouvernance à l'intérieur des pays. Et je crois qu'on ne peut pas mélanger les deux. Ça, c'est mon avis personnel. Et je pense qu'il y a probablement quelqu'un ici qui euh, a de l'expérience du fait que le problème n'est pas international, mais il est local. Et je peux encore une fois, je veux répéter quelque chose parce que il y a de l'injustice. Il y a la, en fait une obligation des pays du Nord parce qu'ils ont créé les émissions historiques. Il y a ça. Il n'y a aucun doute pour moi. Mais pratiquement tout dont on parle ici, c'est aussi applicable à l'intérieur des pays occidentaux, des pays développants. C'est les mêmes débats qui se font, c'est pratiquement les mêmes conversations.
La seule différence, c'est que le financier habite dans la ville voisine au lieu que dans un autre continent. Mais l'asymétrie d'information existe quand même. Alors un paysan allemand, quand il négocie avec une banque, il est exactement ou il est au moins dans une situation très comparable d'asymétrie d'information, de conflit dont on a parlé, comme vous l'êtes aussi. C'est-à-dire, c'est un problème universel, en fait, dont on a parlé ce soir. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette idée de comprendre fondamentalement que le marché financier, il fonctionne parce qu'il permet d'abstraire un bien monétaire d'un bien physical, physique, biophysical, de biodiversité. On peut séparer ça. C'est ça qui se passe dans le monde financier. Et c'est la même discussion pour tout le monde, quoi que soit où on habite. Cette transformation et les conséquences et les difficultés de négocier. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne ou en France qui aiment pas beaucoup les financiers, qui sont pas très contents et qui ont des relations assez tendues. Et c'est exactement pour des raisons qu'on a discutées ici. Je crois Docteur qu'on a... Poligui, vous voulez ajouter? D'accord. Oui, je vais terminer en juste une petite observation en disant que, quelle que soit l'importance des projets ou on va dire, des concepts qu'on amène pour la préservation de l'humanité, si ces projets portent quelque part atteinte à la dignité d'une communauté, eh bien, une partie de l'humanité est mise à mal. Et il serait intéressant de considérer que c'est un problème qui commence parce qu'on a voulu aider, mais ça a créé un problème. Et si on ne prend pas garde, ça peut faire tache d'huile et finalement mettre à mal tout le concept. Voilà, c'est l'observation que je voulais faire. Je suis, à mon avis, je suis complètement d'accord avec vous. La seule aspect que j'ajoute, c'est que entre la communauté et le bien humanitaire global, il y a les régions, les pays où aussi il y a des décisions qui se font. Et c'est-à-dire que l'humanité en tout n'a pas la capacité dans le système actuel de forcer un pays ou une région de faire certaines choses, de protéger la nature. Tout ce qu'on peut faire, c'est de parler, de parler, de parler, mais si la communauté décide de faire quelque chose complètement différent, on est pratiquement incapable à faire quelque chose. Par exemple, si les États-Unis quittent les accords de Paris, personne ne peut s'arrêter de faire ça, même si ça a des conséquences. Et si il y a un pays africain qui décide de faire quelque chose, oui, il y a des discussions, il y a peut-être des problèmes de pouvoir, mais c'est finalement encore au niveau du pays que les décisions se font et la communauté est soumise aux décisions du pays. Et je vous comprends complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois que ça aide de comprendre qu'il y a ces différents niveaux et que on ne peut pas sauter d'un niveau à l'autre parce qu'il y a toutes ces barrières au milieu. C'est tout ce que je veux dire. Je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit. OK, merci. Mais j'ai essayé d'expliquer l'aspect pratique au moment où j'essaye de faire quelque chose. C'est ça peut-être ma contribution. D'éclairer l'aspect pratique entre ce que, en fait, nous voulons et ce qui est praticable. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation vraiment, vraiment captivante et intéressante et vraiment aussi aux membres de l'audience.
y compris Dr. Poligui, pour vraiment toutes les questions qui ont permis Merci. encore de mieux comprendre le sujet. Et comme disait Marc, si l'Afrique prend son temps, c'est pas un problème, c'est même mieux. Et je me dis, on a mentionné ici là que ce serait vraiment à notre avantage de créer une plateforme collective pour vraiment avoir un plus grand pouvoir de négociation. Et vraiment, j'espère que on y arrivera. Et comme je mentionnais plus tôt, vraiment, la formule n'est pas dans un livre comme une formule de maths, c'est vraiment au travers des conversations comme celle-ci que on pourra vraiment avancer. Donc, merci encore de nous avoir rejoints ce soir pour cette présentation. Je ne sais pas si Marc a un mot de fin avant que... Le mot de fin, c'est si vous avez des questions, posez-les à Laetitia et elle va essayer de trouver un moyen de créer une séance qui répond à votre question. Donc, je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci encore vraiment à tous, Docteur Poligui, Shekina, Boniface, de nous avoir rejoints ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Bye.